C'est terminé entre nous, a-t-elle crié. Sans me démonter, je lui ai adressé un sourire calme. Parfait, ça me convient. Un mois s'est écoulé avant qu'elle ne se présente à ma nouvelle adresse. Elle s'est figée net en découvrant l'identité de la personne qui partageait mon repas. Ma femme a fait glisser les papiers du divorce sur l'îlot de la cuisine comme si elle concluait une affaire, et quand j'ai pris le stylo sans un seul mot de protestation, l'expression sur son visage n'était pas du soulagement. C'était de la confusion. Parce que Vanessa avait passé 3 semaines à répéter une dispute qui n'est jamais venue. Elle voulait des larmes. Elle me voulait à genoux. Au lieu de cela, j'ai signé chaque page, je les lui ai rendues et j'ai dit 4 mots qui la hantraient pour le reste de sa vie. Cela me convient, Vanessa. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est que j'avais déjà loué un appartement à 11 miles de là, que j'avais déjà engagé un avocat et que j'avais déjà découvert exactement qui elle allait voir en voiture chaque jeudi après-midi depuis 5 mois. Elle pensait qu'elle mettait fin à quelque chose. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de me voir construire quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais toucher. Et 1 mois plus tard, quand elle a frappé à la porte de mon nouvel appartement, sans y être invitée, à l'improviste, cherchant une dispute qu'elle n'avait toujours pas eue, la personne assise en face de moi à cette table de dîner lui a fait laisser tomber ses clés de voiture sur mon paillasson. Mon nom est Derek Holloway. J'ai 41 ans, et depuis 14 ans, je dirige une entreprise de CVC commerciale à Lakewood, au Colorado, juste au sud-ouest de Denver. Nous installons et entretenons des systèmes de chauffage et de climatisation pour des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des districts scolaires. Le genre de travail sans prestige que personne ne remarque jusqu'à ce que la climatisation tombe en panne en juillet. J'ai démarré cette entreprise avec 2 camions et un prêt commercial que j'étais terrifié de signer. Aujourd'hui, nous exploitons 19 camions et 41 employés, et la plupart des matins, je me rends encore moi-même sur les chantiers parce que je n'ai jamais voulu devenir le genre de propriétaire qui oublie en quoi consiste réellement le travail. J'ai rencontré Vanessa Pruitt quand j'avais 27 ans. Elle travaillait à la réception d'un cabinet dentaire à Golden, le genre de travail où elle parlait à 40 inconnus par jour et se souvenait de tous leurs noms. Elle avait ce rire qui vous donnait l'impression que vous veniez de raconter la blague la plus drôle de la pièce, même quand ce n'était pas le cas. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard dans un petit lieu près de Red Rock, et pendant longtemps, je vous aurais dit que nous étions heureux. Peut-être que nous l'étions. Peut-être que le bonheur n'est tout simplement pas un état permanent pour certaines personnes, et Vanessa cherchait toujours la prochaine pièce où entrer. C'est l'histoire de la façon dont ma femme de 13 ans a décidé qu'elle en avait fini avec notre mariage, avec quelle confiance elle l'a annoncé, et à quel point elle a mal jugé ce qui se passerait ensuite. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui s'est effondré. C'est l'histoire d'un homme qui avait déjà fait le calcul 3 mois avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Avant que nous n'entrions dans les détails de la façon dont tout s'est effondré, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et donnez un j'aime à cette vidéo si quelqu'un vous a déjà sous-estimé la semaine exacte où il ne fallait pas le faire. Très bien, allons-y. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose avait changé, c'était un mardi de mars, et Vanessa est rentrée à la maison en sentant le magasin de bougies. Pas le parfum, un vrai magasin de bougies, le genre avec 40 parfums différents qui se mélangent dans une petite pièce. Elle a dit qu'elle avait été chez Bad Body Works avec sa sœur Renée pour choisir un cadeau d'anniversaire. Assez raisonnable. Les gens vont dans les magasins de bougies. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. La deuxième chose était plus petite. Vanessa avait toujours laissé son téléphone face visible sur le comptoir de la cuisine quand elle le chargeait pendant la nuit, une habitude de 13 ans à n'avoir rien à cacher. Vers février, cela a changé. Face cachée. Puis face cachée et déplacée sur sa table de nuit. Puis finalement, elle a commencé à l'emporter avec elle dans la salle de bain quand elle se douchait, ce qui n'était jamais arrivé une seule fois pendant tout notre mariage. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Je ne suis pas un homme paranoïaque. Je ne cherche pas les problèmes dans une relation comme le font certaines personnes, tirant sur chaque fil jusqu'à ce que tout le pull se défasse entre leurs mains. Je dirige une entreprise qui dépend de ma capacité à rester calme quand un client crie à propos d'une chaudière en panne en février. Je ne réagis pas aux petites choses. Mais les petites choses, quand on en empile suffisamment, commencent à ressembler à un schéma. Et une fois que je remarque un schéma dans une pièce d'équipement mécanique, je ne peux pas m'empêcher de le voir. Il s'avère que les gens ne sont pas si différents des systèmes de CVC. Quand quelque chose est sur le point de tomber en panne,
cela vous donne des signes avant-coureurs pendant des semaines avant que cela ne se produise réellement. Les jeudis sont devenus le jour. Chaque jeudi, à partir de fin février, Vanessa avait un rendez-vous fixe. D'abord, c'était un nouveau cours de pilates à Highlands Ranch. Puis c'est devenu des déjeuners entre filles avec des gens de son ancien travail. Puis ça a de nouveau changé pour des courses. Ne t'en fais pas. 3 explications différentes sur 3 mois pour ce qui était censé être le même créneau récurrent du jeudi. Les gens qui disent la vérité n'ont pas besoin de 3 couvertures différentes pour un rendez-vous. Les gens qui disent la vérité n'ont pas besoin de 3 couvertures différentes pour un rendez-vous. Les gens qui disent la vérité disent simplement où ils vont. Donc, en avril, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas non plus. J'ai appelé mon ami Sal Mancuso, qui dirigeait la prévention des pertes pour une chaîne de magasins de pièces automobiles, avant de se mettre à son compte pour faire du travail de recherche et de surveillance depuis un bureau dans un centre commercial d'Aurora. Sal et moi nous connaissions depuis le lycée. Il n'a pas posé beaucoup de questions quand je l'ai appelé. « Tu es sûr de ça, Derek ?» a-t-il demandé. « Une fois que tu sais, tu sais. Tu ne peux pas ne plus savoir. » « Je sais déjà quelque chose, Sal. Je ne sais juste pas quoi. » Il a commencé le jeudi suivant. Il lui a fallu exactement 9 jours pour m'apporter un dossier manille avec des photographies à l'intérieur, et ce que ces photographies montraient n'était même pas la partie qui faisait le plus mal. Vanessa rencontrait un homme nommé Bradley Cones dans un complexe de maisons de ville près de South Wadsworth Boulevard, le genre de communauté de location de milieu de gamme avec une piscine que personne n'utilise et un bureau de location qui ferme à 17 h. Bradley Cones s'est avéré avoir 34 ans, lui-même récemment divorcé, et voici le détail qui m'a vraiment fait mal au ventre. Il était le représentant commercial régional qui avait vendu à l'agence immobilière de Vanessa leur logiciel CRM, 8 mois plus tôt. Ils s'étaient rencontrés lors d'un déjeuner de fournisseurs. Ma femme avait traversé la ville en voiture pendant 40 minutes chaque jeudi pour passer 3 heures dans la maison de ville louée d'un homme, et elle le faisait depuis à peu près la même semaine où elle avait arrêté de laisser son téléphone face visible sur le comptoir. Je suis resté assis dans mon camion sur le parking d'un Walgreens pendant 40 minutes après que Sal m'a remis ce dossier. Je n'ai pas pleuré. Je veux vous dire que j'ai pleuré, parce que c'est probablement la version la plus relatable de cette histoire, mais la vérité est que je suis juste resté assis là, me sentant étrangement calme, de la façon dont on se sent calme dans l'œil d'un cyclone dont on sait déjà qu'il va revenir. J'avais bâti une entreprise en gardant la tête froide quand tout le monde autour de moi paniquait. C'était juste un autre système qui avait échoué. J'avais besoin d'informations, puis j'avais besoin d'un plan, et seulement après cela, j'avais de la place pour les sentiments. Les informations sont venues vite une fois que j'ai commencé à vraiment chercher. J'ai consulté nos relevés bancaires communs et j'ai trouvé une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Une carte que Vanessa avait ouverte sous son nom de jeune fille, Pruitt, 6 mois plus tôt, avec des relevés envoyés à l'adresse de sa sœur Renée à Whitridge, pour que je ne les voie jamais. $2200 de frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des frais d'hôtel pour un week-end à Steamboat Springs pour un voyage qu'elle m'avait dit être un voyage entre filles avec Renée, et des frais récurrents pour un box de stockage à Lakewood dont je ne connaissais pas l'existence. Ce box de stockage, il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage de le visiter. Quand je l'ai finalement fait, en utilisant un double de clé que j'ai trouvé dans la doublure de son sac de sport. Oui, j'ai cherché. Et non, je ne le regrette toujours pas. J'ai trouvé exactement ce à quoi on s'attendrait qu'une femme cache si elle avait déjà décidé, des mois à l'avance, qu'elle partait. Des boîtes de vêtements que je ne l'avais jamais vue porter. Une boîte à bijoux avec des pièces qui n'étaient pas les miennes, n'étaient pas des cadeaux que je reconnaissais, n'étaient rien de notre vie commune. Et un dossier d'annonce d'appartements imprimé dans le quartier des Highlands à Denver, tous des appartements d'une chambre, tous bien dans le budget d'une femme célibataire qui n'avait aucune intention de demander un centime à son futur ex-mari. Elle ne se contentait pas de tromper. Elle préparait une sortie. Et le truc avec une femme qui prépare sa sortie, c'est qu'elle suppose généralement que l'homme qu'elle quitte n'a aucune idée de ce qui se prépare. C'est là que j'ai pris ma décision, et je veux vous expliquer exactement comment j'y ai pensé, parce que je pense que la façon dont vous réagissez à la trahison en dit plus sur qui vous êtes que la trahison elle-même. J'avais 2 options sur la table. Option 1. Confronter Vanessa immédiatement. Crier. Exiger des réponses.
forcer une conversation humiliante où elle pleurerait et s'excuserait et le penserait peut-être même pendant environ 6 semaines avant de retourner directement voir Bradley Coones et sa maison de ville louée avec la piscine inutilisée. Option 2, ne rien dire. La laisser jouer le plan qu'elle pensait mener et construire tranquillement mon propre plan sous le sien, de sorte qu'au moment où elle trouverait enfin le courage de dire les mots à voix haute, je serais déjà 3 pas au-delà de la version de moi-même qu'elle s'attendait à trouver là. J'ai choisi l'option 2, et je veux être clair sur la raison. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas au début. Il s'agissait de respect de soi. Je refusais de laisser Vanessa Pruitt contrôler le calendrier du pire moment de ma vie. Si elle devait faire exploser notre mariage, elle allait le faire sur une scène où j'avais déjà déplacé tous les meubles. Donc, pendant les 11 semaines suivantes, j'ai vécu une sorte de double vie dont je ne me serais jamais cru capable. À la maison, j'étais le même Derek que j'avais toujours été. Stable, un peu fatigué du travail, lui demandant comment s'était passée sa journée, faisant du café le matin. À l'intérieur, je faisais quelque chose que je reconnais maintenant comme le travail le plus discipliné de ma vie d'adulte. D'abord, l'appartement. J'ai trouvé un 2 pièces dans un immeuble de loft reconverti dans le quartier de Reno, River North, juste au nord du centre-ville de Denver, plein de briques apparentes et de poutres en acier de ses anciens jours d'entrepôt. À 15 minutes de mon bureau et à des mondes du cul-de-sac de banlieue que Vanessa et moi avions partagé pendant 9 ans. J'ai signé le bail sous un nom d'entreprise lié à mon entreprise, j'ai payé le premier et le dernier mois en espèces d'un compte sur lequel Vanessa n'avait aucune visibilité, et j'ai dit au bureau de location que je n'emménagerais pas avant quelques mois. Je le voulais prêt et en attente, pas précipité. Deuxièmement, l'avocat. J'ai appelé une avocate spécialisée en divorce nommée Patricia Voss, dont le bureau se trouvait au 3e étage d'un immeuble sur Spear Boulevard avec vue sur la rivière Platte. Patricia avait la réputation dans la communauté juridique de Denver d'être calme, précise et absolument impitoyable une fois qu'une affaire commençait réellement à avancer. Lors de notre première réunion, j'ai tout exposé. Le box de stockage, la carte de crédit, les photos de surveillance, les annonces d'appartements. Vous comprenez, a dit Patricia, en me regardant par-dessus ses lunettes, que dans le Colorado, l'infidélité elle-même ne change généralement pas le résultat financier d'un divorce. Nous sommes un état de distribution équitable, pas un état de faute. Je sais, ai-je dit. Il ne s'agit pas de la punir financièrement. Je veux ce qui est juste, et je veux que ce soit documenté pour qu'il n'y ait pas de dispute plus tard. Ce que je veux vraiment, c'est ne plus jamais être pris au dépourvu par cette femme. Patricia a hoché la tête lentement, comme si elle respectait la réponse plus qu'elle ne s'y attendait. Alors, constituons-vous un dossier si complet que lorsque cette conversation aura finalement lieu, vous serez la seule personne dans la pièce à ne pas être surprise. Troisièmement, et cette partie a pris le plus de temps, je devais comprendre complètement mes propres finances, séparément de Vanessa, d'une manière que je ne m'étais vraiment jamais donné la peine de le faire auparavant. 13 ans de mariage vous rendent paresseux quant aux limites. J'avais laissé notre argent se mélanger comme le font la plupart des couples. Mais il s'est avéré que j'avais plus d'actifs protégés individuellement que je ne le réalisais. L'entreprise elle-même, que j'avais créée et constituée en société 3 ans avant même notre rencontre, un 401K qui était substantiellement le mien d'avant le mariage, et une police d'assurance vie que j'avais eu la prévoyance de garder avec ma mère comme bénéficiaire, pas Vanessa. Pour des raisons que je ne peux vraiment pas expliquer, sauf que quelque chose en moi, même des années auparavant, n'avait jamais complètement baissé ma garde. J'ai aussi fait quelque chose qui, je pense, a surpris même Patricia. J'ai commencé à documenter notre mariage. Pas de manière mesquine pour la prendre en défaut. Je n'enregistrais pas de conversation privée ou quoi que ce soit qui serait rejeté par un tribunal. J'ai simplement commencé à tenir un journal. Chaque retour tardif du jeudi, chaque excuse bidon, chaque moment où Vanessa s'emportait contre moi pour une petite chose, ce que je comprends maintenant comme étant de la culpabilité cherchant un autre endroit où se poser. J'ai tout noté avec les dates, parce que Patricia m'a dit quelque chose qui m'est resté. La mémoire n'est pas fiable une fois que les émotions s'en mêlent. Le papier ne l'est pas. La partie la plus difficile de ces 11 semaines n'était pas la planification. C'était les dîners du dimanche chez mes beaux-parents à Whitridge, assis en face de la mère de Vanessa, Carole, qui me serrait toujours dans ses bras comme un fils, et de son père, Jen, qui me posait toujours des questions sur le match des Broncos comme si rien au monde n'avait changé. Renée, la sœur de Vanessa, était la seule qui, je pense, se doutait de quelque chose.
Elle avait une façon de me regarder un peu trop attentivement chaque fois que Vanessa quittait la pièce, comme si elle essayait de savoir si je savais ce qu'elle savait clairement déjà. Je n'ai jamais demandé directement à René. Je n'avais pas besoin de sa confirmation. J'avais un dossier Manille pour ça. Ce qui m'a permis de rester stable à travers tout cela, c'est une clarté étrange, presque paisible. Je n'étais pas en colère comme on pourrait s'y attendre. J'avais dépassé la colère rapidement, de la même manière que je dépasse rapidement un mauvais avis de client, parce que s'y attarder ne répare pas le système. J'étais concentré. Et la concentration, il s'avère, est une émotion bien plus dangereuse que la rage. La rage vous rend négligent. La concentration vous rend patient. La nuit où Vanessa a finalement prononcé les mots est arrivée un mercredi début juin, presque exactement 3 mois après que Sal Mancuso a commencé sa surveillance. Nous étions dans la cuisine de la maison que nous avions achetée ensemble à Lakewood 8 ans plus tôt, celle avec la bonne lumière le matin et l'érable en face que Vanessa avait insisté pour planter la même semaine où nous avons emménagé. Je préparais le dîner. Des cuisses de poulet, le genre de repas simple de semaine que nous avions préparé 1 millier de fois. Quand elle est entrée du garage, a posé son sac à main sur l'îlot avec plus de force que nécessaire, et l'a dit. « Derek, je dois te dire quelque chose. J'en ai fini avec ce mariage. » Elle l'a dit vite, presque sur la défensive, comme si elle s'attendait à ce que je l'interrompe avant qu'elle ne finisse la phrase. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai remarqué ça. J'ai tout remarqué à ce moment-là avec une clarté étrange, hyper réelle. La façon dont la lumière du plafonnier éclairait le côté de son visage. La façon dont elle avait déjà à moitié retiré son alliance de son doigt, comme si elle avait répété même ce petit geste dans le miroir de la salle de bain. J'ai éteint le brûleur de la cuisinière. Je me suis séché les mains sur le torchon suspendu à la poignée du four. Et je l'ai regardé, vraiment regardé, la femme que j'avais aimée pendant 13 ans, et que j'avais passé les 3 derniers mois à me préparer tranquillement, méthodiquement à perdre. D'accord, ai-je dit. D'accord, a répété Vanessa, comme si le mot ne lui convenait pas dans la bouche. C'est tout ? 13 ans, Derek, et c'est tout ce que tu as à dire ? J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. J'aurais pu poser les photographies sur l'îlot de la cuisine à côté de son sac à main, regarder son visage passer par toutes les étapes de la prise en flagrant délit, le déni, la rage, les larmes, les supplications. Une partie de moi, la partie qui était encore blessée sous toute cette planification minutieuse, voulait exactement ça. Mais j'avais déjà décidé des mois plus tôt que je n'allais pas donner à Vanessa la satisfaction d'une confrontation dramatique qu'elle pourrait plus tard recadrer dans sa propre tête comme si je perdais le contrôle ou si je la poussais au divorce par la peur. Je n'allais pas lui donner une histoire où elle pourrait être la victime de ma réaction au lieu de l'architecte de ses propres choix. Cela me convient, Vanessa, ai-je dit. J'ai vu quelque chose de compliqué traverser son visage. De la confusion, surtout. Une lueur de quelque chose qui aurait même pu être de la déception, ce que j'ai trouvé presque sombrement drôle. Parce qu'à quoi s'attendait-elle exactement? Des larmes? Une scène? Je pense qu'à un certain niveau, Vanessa avait besoin que je me batte pour le mariage afin qu'elle puisse se sentir justifiée de le quitter. Mon calme lui a retiré cette justification avant même qu'elle ait eu la chance de l'utiliser. Tu ne vas même pas demander pourquoi, a-t-elle dit. Je pense que je sais déjà pourquoi, ai-je dit, et j'en suis resté là, délibérément vague, la regardant essayer de deviner exactement ce que je savais. Veux-tu parler de logistique, ou veux-tu faire ça par l'intermédiaire d'avocats? Avocat, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement, comme si elle avait espéré que je le dise en premier. J'ai déjà. J'ai quelqu'un. Un ami m'a recommandé un avocat. Bien, ai-je dit. Moi aussi. Cette dernière phrase a eu plus d'impact que tout ce que j'avais dit. Je l'ai vu cligner des yeux, se recalibrer, essayer de comprendre quand exactement son mari était devenu un homme qui avait déjà le numéro d'un avocat enregistré dans son téléphone. La vérité était que j'avais le numéro de Patricia Voss enregistré depuis 2 mois et demi. Nous ne nous sommes pas disputés cette nuit-là. Nous ne nous sommes pas disputés le lendemain matin non plus, quand Vanessa a déménagé dans la chambre d'amis avec le genre d'emballage efficace qui me disait qu'elle avait mentalement répété ce déménagement depuis longtemps. En 1 semaine, les papiers du divorce sont arrivés. Son avocat s'appelait Russell Pemberton, il travaillait dans un bureau en verre au centre-ville et se spécialisait apparemment dans ce que Patricia a décrit plus tard, avec un léger pincement des lèvres.
comme des documents à consonance amicale conçus pour avancer rapidement avant que l'une ou l'autre des parties ne réfléchisse trop. J'ai lu chaque page. J'ai signé chaque page. Patricia avait déjà examiné un projet que Russell avait envoyé à l'avance, et entre nous deux, nous nous étions assurés que les conditions proposées étaient équitables. Ni généreuses pour moi, ni généreuses pour elle, juste équitable, ce qui est exactement ce que je voulais. La maison serait vendue, les produits partagés en fonction de ce que chacun avait investi. Mon entreprise, mon 401K prénuptial et un petit héritage de mon père restaient miens, ce que l'avocat de Vanessa n'a même pas contesté, car ils étaient clairement documentés comme des biens séparés depuis plus d'une décennie. Ce qui a surpris Vanessa, je pense, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Je ne traînais pas les pieds, je n'essayais pas de retarder les choses dans l'espoir persistant qu'elle changerait d'avis. J'ai tout signé dans les 72 heures suivant la réception. Je pense qu'une petite partie d'elle s'était préparée à une bagarre qui lui aurait permis de rester dans la maison un peu plus longtemps, d'occuper une sorte de limbe émotionnelle où elle pouvait quitter le mariage sans réellement quitter le confort de la vie qu'il avait construite. Je ne lui ai pas donné cette piste d'envol. Fin juin, la maison était en vente. Mi-juillet, j'avais les clés du loft à Reno. Je veux prendre une minute ici pour parler de quelque chose qui, je pense, se perd dans des histoires comme celle-ci. Le sentiment réel d'emménager dans un appartement vide après 13 ans de mariage. Ce n'est pas le moment cinématographique que les gens attendent. Il n'y a pas de montage triomphal. Il y a juste vous, des boîtes et un silence dans un nouvel espace qui n'a pas encore appris le son de vos pas. La première semaine dans ce loft, j'ai dormi sur un matelas par terre parce que je n'avais pas encore commandé de cadre de lit, et certaines nuits, je restais simplement allongé à regarder le plafond en briques apparentes, écoutant les trains passer à quelques pâtés de maison. Ressentant quelque chose que je ne peux décrire que comme un soulagement tranquille, mêlé à un chagrin tranquille. Vous pouvez pleurer un mariage et vous en sentir libéré en même temps. Personne ne vous le dit. Ils font comme si vous deviez choisir l'un ou l'autre. Mais voici le truc avec le chagrin, du moins la façon dont je le vis. Il ne vous empêche pas de travailler. Au contraire, il m'a donné une étrange sorte de carburant. Je me suis jeté dans l'entreprise cet été-là d'une manière que je ne l'avais pas fait depuis des années. Nous avons décroché 2 nouveaux contrats commerciaux, un avec un réseau hospitalier qui agrandissait une aile à Aurora, et un avec un district scolaire du comté de Jefferson qui remplaçait de vieux systèmes de chaudière dans 6 bâtiments. Mon contremaître, un gars nommé Tobias Reyes, qui était avec moi depuis 9 ans, m'a dit à un moment donné qu'il ne m'avait jamais vu bouger aussi vite dans un processus de devis. « Tu es effroyablement efficace ces derniers temps, patron », a-t-il dit. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Et au milieu de tout ça, autre chose s'est produit. Quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu, pas orchestré, et que je n'ai pas vu venir. C'est exactement pourquoi cela a fini par avoir tant d'importance. Ma sœur, Paige Holloway, vivait à Chicago depuis près de 6 ans, travaillant comme ergothérapeute, et elle est venue à Denver fin juillet, en partie pour m'aider à m'installer dans le nouvel appartement et en partie, je pense, parce qu'elle s'inquiétait pour moi de cette manière de grande sœur dont elle ne s'était jamais débarrassée, même si elle a 2 ans de moins que moi. Paige a amené quelqu'un avec elle lors de ce voyage, sa meilleure amie depuis l'université, une femme nommée Whitney Castellano, qui venait de traverser son propre divorce 18 mois plus tôt et était, selon Paige, la seule personne qui pouvait vraiment vous aider à traverser ça sans que vous pleuriez tous les deux tout le temps. Whitney est arrivée pour m'aider à déballer des boîtes un samedi après-midi, portant une salopette tachée de peinture qu'elle avait apparemment apportée spécialement pour l'occasion, et en environ 20 minutes, elle avait réorganisé toute ma cuisine d'une manière qui avait réellement du sens. Ce que je n'aurais vraiment pas pu faire moi-même en un mois. Elle avait ce sens de l'humour sec et observateur qui m'a complètement pris au dépourvu. Le genre de personne qui remarque tout dans une pièce et dit exactement une phrase parfaitement synchronisée à ce sujet. « Tu as 4 tasses et 0 assiette », a-t-elle dit en regardant dans une boîte en carton. Quel était exactement ton plan ici, Derek? La survie uniquement au café? J'allais finir par acheter des assiettes. Finalement, c'était censé arriver avant que tu n'emménages. C'est une crise. Nous avons fini par commander à emporter ce soir-là et nous sommes assis par terre dans mon salon à moitié meublé, mangeant dans des récipients en papier parce que je ne possédais vraiment pas une seule assiette et parlant pendant près de 4 heures. Whitney avait également grandi à Lakewood, à quelques quartiers de l'endroit où Vanessa et moi avions acheté notre maison, et elle travaillait comme chef de projet pour un cabinet d'architecture commerciale au centre-ville.
Une coïncidence qui signifiait que nous avions en fait des choses réelles et substantielles en commun à discuter au-delà du fait évident que nous avions tous les deux récemment survécu à la fin d'une longue relation. Je veux être clair sur quelque chose, parce que je pense que c'est important pour la façon dont cette histoire se déroule réellement. Je ne cherchais rien ce soir-là. Je n'essayais pas de prouver quelque chose à Vanessa, je n'essayais pas de gagner la rupture en trouvant quelqu'un de nouveau le plus vite possible. J'étais juste un homme fatigué qui mangeait du Hello Mine par terre dans un appartement vide, parlant à quelqu'un qui m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. C'est tout ce que c'était au début. Mais au cours des semaines suivantes, Whitney et moi avons continué à trouver des raisons de nous voir. Elle passait après le travail avec des plats à emporter, prétendant qu'elle se trouvait juste dans le quartier, ce qui n'était absolument pas le cas de Rino sur son chemin de retour du centre-ville. Je lui envoyais des textos à propos des meubles que j'essayais de choisir parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. En septembre, 3 mois après que Vanessa eut prononcé ces mots dans notre ancienne cuisine, Whitney Castellano et moi étions, sans que l'un de nous l'ait jamais annoncé formellement, simplement ensemble. Pendant ce temps, l'histoire de Vanessa prenait une direction très différente, et je n'en ai appris toute la portée que plus tard, en partie de René, qui s'est finalement adouci envers moi une fois le divorce finalisé. Et en partie de choses qui ont fait surface pendant le processus de règlement des biens. Bradley Cones, le représentant commercial en logiciel de la maison de ville près de South Wadsworth, ne s'est pas avéré être l'avenir que Vanessa avait imaginé. Selon René, les choses entre eux s'étaient considérablement refroidies en août. Apparemment, Bradley n'avait jamais eu l'intention de quitter sa propre situation post-divorce compliquée pour quoi que ce soit de sérieux. Et la relation pour laquelle Vanessa avait risqué 13 ans de mariage s'est avérée être exactement aussi substantielle qu'une maison de ville louée avec une piscine inutilisée. Au moment où notre divorce a été finalisé en octobre, Bradley était, selon René, pratiquement un fantôme, ce que j'ai interprété comme signifiant qu'il avait fait ce que les hommes comme ça font toujours finalement une fois que l'affaire cesse d'être secrète et commence à exiger un engagement réel. Vanessa a emménagé dans l'un des appartements de ce dossier d'annonce que j'avais trouvé dans son box de stockage, une pièce dans les Highlands, un immeuble décent, un quartier décent. Le genre d'endroit qui a l'air super sur une feuille de calcul budgétaire jusqu'à ce que vous soyez le seul nom sur le bail et le seul revenu qui le couvre. Son travail à l'agence avait également considérablement ralenti cette année-là. L'immobilier dans la région métropolitaine de Denver s'était refroidi par rapport à son boom antérieur, et les revenus basés sur les commissions ne pardonnent pas un style de vie qui supposait qu'il y aurait toujours un deuxième revenu à la maison. Je n'ai recherché aucune de ces informations, je veux être clair. Je ne la surveillais pas. Mais Denver, bien qu'étant une zone métropolitaine tentaculaire de près de 3 millions de personnes, a une façon d'être plus petite que vous ne le pensez une fois que vos cercles sociaux se chevauchent même légèrement, et les nouvelles voyagent à travers des amis et de la famille communs. Que vous les cherchiez ou non. Ce que je sais avec certitude, c'est que vers la fin octobre, à peu près au même moment où notre divorce a été officiellement finalisé par le tribunal de district du comté de Jefferson, Vanessa m'a contacté directement pour la première fois depuis des mois. Pas par l'intermédiaire de Russell Pemberton, pas par l'intermédiaire de Patricia. Directement, par texto, sur mon téléphone personnel. Pouvons-nous parler ? Je pense que nous nous sommes quittés en mauvais termes et j'aimerais mettre les choses au clair. V. Je suis resté avec ce message pendant près de 2 jours complets avant de répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait passé 13 ans à construire une vie avec cette femme, sentait qu'il y avait quelque chose de presque dû ici. Pas de réconciliation. Pas de retrouvailles. Pas l'ouverture de quoi que ce soit, mais une clôture humaine de base que 2 adultes qui avaient partagé plus d'une décennie ensemble méritaient probablement d'avoir, même si l'un d'eux avait gravement brisé la confiance de l'autre pour en arriver là. Bien sûr, ai-je répondu. J'invite quelques personnes à dîner samedi chez moi. Passe vers 6 heures si tu veux parler avant ça. Je veux être honnête avec vous sur la raison pour laquelle j'ai formulé cela de cette façon. Je n'essayais pas de tendre un piège. Je pensais sincèrement que ce serait peut-être plus facile, moins chargé, si Vanessa passait un peu avant que les autres invités n'arrivent, afin que nous puissions avoir notre conversation et qu'elle puisse partir avant que les choses ne se compliquent. Ce que je n'ai pas complètement réfléchi, et je l'admets librement, parce que cette histoire fonctionne mieux avec l'honnêteté qu'avec moi prétendant avoir orchestré chaque battement comme une sorte de cerveau, c'était exactement comment le calendrier de samedi se déroulerait réellement. Samedi est arrivé, et j'avais invité Paige et son mari, Marcus, sans lien de parenté avec qui que ce soit dans cette histoire, juste une coïncidence d'un nom commun,
ainsi que Whitney, pour un dîner discret au loft. Rien d'extraordinaire. J'avais enfin acheté de vraies assiettes à ce moment-là, 4 couverts de simple grès blanc que Whitney avait choisis. Prétendant que mon goût en vaisselle était, selon ses mots, criminellement ennuyeux, mais au moins inoffensif. Vanessa a envoyé un texto pour dire qu'elle était en retard de quelques minutes, et au moment où elle a effectivement sonné à l'entrée de l'immeuble à 18h40, Whitney était déjà arrivé tôt pour m'aider à finir de cuisiner, Paige et Marcus s'installaient sur le canapé. Et tout l'appartement sentait le poulet au romarin sur lequel je travaillais depuis 16 heures, le même plat que je cuisinais le soir où Vanessa a prononcé ces mots dans notre ancienne cuisine, ce qui, je vous le promets, n'était pas un choix symbolique de ma part. Juste un repas que je savais bien faire. J'ai fait monter Vanessa et je l'ai accueillie à la porte. Elle avait l'air bien, mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement, dans un pull vert foncé et les cheveux coiffés d'une manière que je reconnaissais comme son style. J'essaie de ne pas avoir l'air dérangé. Le genre d'effort que seule une personne qui la connaissait depuis 13 ans remarquerait comme un effort. Pendant une seconde, debout dans l'embrasure de la porte de mon nouvel appartement, il y avait quelque chose de presque normal sur son visage, comme si elle se préparait à présenter des excuses qu'elle avait répétées dans la voiture. « Salut », a-t-elle dit. « Merci de me laisser. » Et puis elle s'est arrêtée, parce qu'elle pouvait voir au-delà de moi dans l'appartement, dans le salon à air ouvert où Paige riait de quelque chose que Marcus avait dit, et où Whitney se tenait à mon îlot de cuisine, à l'aise, détendu, dressant le poulet sur des assiettes que Vanessa n'avait jamais vues, dans un appartement où Vanessa n'avait jamais mis les pieds, à côté d'un homme qu'elle avait quitté 4 mois plus tôt. J'ai vu la prise de conscience se dessiner sur son visage en temps réel. Ce n'était pas instantané. D'abord, il y a eu de la confusion. Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle l'air si à l'aise dans cette cuisine? Pourquoi touche-t-elle les salières et poivrières comme si elle savait exactement où elles habitent? Puis il y a eu la reconnaissance, parce que Paige a jeté un coup d'œil et a dit, facilement, chaleureusement, « Vanessa, ça fait un bail », sur le ton de quelqu'un qui ne réalisait vraiment pas qu'elle faisait exploser une petite bombe juste en étant amicale. Et puis, enfin, il y a eu tout le poids de la situation qui s'est installé sur l'expression de Vanessa. Que la femme dans ma cuisine n'était pas une inconnue, n'était pas une conquête au hasard que j'avais amenée pour marquer un point. Elle était déjà tissée dans ma vie. Elle connaissait déjà ma sœur. Elle était déjà assez à l'aise chez moi pour être celle qui dressait la nourriture. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie, a dit Vanessa, sa voix sensiblement plus tendue qu'elle ne l'avait été 30 secondes plus tôt. Je t'ai dit que j'invitais quelques personnes, ai-je dit d'un ton égal. Tu es la bienvenue pour entrer quelques minutes si tu veux toujours parler. Je veux décrire ce qui s'est passé sur le visage de Vanessa ensuite aussi attentivement et équitablement que possible, parce que je pense que c'est le moment le plus honnête de toute cette histoire. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était le genre particulier de désorientation qui vient de la prise de conscience que la vie que vous avez quittée a continué à avancer sans vous, pleinement et complètement, dans le temps qu'il vous a fallu pour même traiter ce que vous aviez perdu. Je pense qu'une partie de Vanessa, même après tout, s'était accrochée à l'hypothèse que je serais assis seul dans cet appartement, pensant la blessure qu'elle avait laissée, attendant une ouverture pour la laisser revenir si jamais elle décidait qu'elle en avait envie. Cette hypothèse est morte dans l'embrasure de ma porte, en regardant Whitney Castellano rire de quelque chose que mon beau-frère a dit tout en portant un de mes torchons de cuisine rentré dans sa ceinture, comme si elle vivait là depuis des années. « Je pense que je vais y aller », a dit Vanessa doucement. « Tu n'es pas obligé, ai-je dit. Et je le pensais. Je n'essayais pas de la pousser triomphalement vers la porte. Mais c'est à toi de décider. Elle a regardé au-delà de moi une dernière fois, la scène chaleureuse et habitée qui se déroulait dans mon appartement. L'appartement du bail que j'avais signé 3 mois avant même qu'elle ne me dise un mot, dans la vie que j'avais tranquillement construite sous celle qu'elle pensait contrôler. Et quelque chose dans ses épaules s'est juste affaissé, comme de l'air s'échappant. Je ne pense pas qu'elle l'ait voulu comme le rappel que c'était évidemment. Je pense que les mots sont simplement sortis parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire qui n'aurait pas semblé plus petit que ce que le moment méritait. Elle s'est retournée, a redescendu le couloir vers l'ascenseur, et ce fut la dernière fois que Vanessa Pruitt et moi nous sommes parlé directement. Je ne vais pas prétendre que ce moment dans l'embrasure de la porte m'a donné un sentiment de triomphe net et cinématographique, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que la vraie vie fonctionne. Ce que j'ai ressenti, en la regardant s'éloigner, était quelque chose de plus calme et de plus compliqué que la victoire. Une sorte de chagrin pour les 13 années qui avaient vraiment signifié quelque chose pour moi, même avec tout ce qui a suivi. Et sous ce chagrin,
quelque chose qui ressemblait moins à de la vengeance et plus à un simple, pur soulagement, le soulagement d'un homme qui avait passé des mois à se préparer à une explosion et qui a découvert, une fois qu'elle s'est finalement produite, qu'il s'était déjà construit un endroit sur où se tenir. Le dîner ce soir-là était bon. Whitney a fait une blague sur le fait de rencontrer enfin la fameuse Vanessa, livrée avec juste assez de légèreté pour faire rire Paige au lieu de rendre la pièce tendue. Et nous sommes passés à autre chose, comme on le fait, comme la vie insiste pour que vous le fassiez, que vous soyez prêt ou non. Dans les mois qui ont suivi, mon entreprise a continué de croître. Nous avons décroché un contrat avec un système hospitalier à Aurora qui a presque doublé nos comptes commerciaux en un an, et j'ai finalement embauché un commandant en second, un jeune chef de projet brillant nommé Hector Delgado. Ce qui m'a donné mon premier vrai répit en près d'une décennie de semaines de 70 heures. Whitney et moi avons emménagé ensemble au printemps suivant, dans un endroit un peu plus grand à quelques pâtés de maison du loft d'origine, cette fois avec assez d'assiettes pour de vrais dîners et un vrai cadre de lit dès le premier jour. J'ai appris, indirectement, par René, que Vanessa a finalement quitté l'agence immobilière et a déménagé dans une plus petite entreprise plus proche de son nouvel appartement, acceptant une baisse de titres et de revenus qu'elle a apparemment présentée à sa famille comme le désir d'un nouveau départ. Bradley Cones, pour autant que quiconque dans le cercle de Vanessa puisse le dire, était passé à la vente de logiciels dans une région entièrement différente, et était, de l'avis de tous, complètement sorti du tableau dans l'année qui a suivi la finalisation de notre divorce. Je n'en tire aucune satisfaction particulière. Je pense qu'au moment où c'est arrivé, j'avais vraiment cessé de mesurer ma propre vie par rapport à ce qui se passait ou non dans la sienne. Ce à quoi je pense parfois, tard le soir, quand les trains passent à quelques pâtés de maison de notre appartement comme ils passaient près du loft, c'est à quel point j'ai failli gérer tout ça différemment. Comme il aurait été facile, dans cette première semaine après que Sal Mancuso m'a remis ce dossier manille, de crier, de la confronter dans l'allée. De laisser 13 ans de blessures se déverser d'une manière qui aurait fait du bien pendant environ 10 minutes et m'aurait coûté chaque once de levier que j'avais pour les mois qui ont suivi. Au lieu de cela, j'ai choisi quelque chose de plus lent et de plus difficile. J'ai choisi de faire mon deuil tranquillement, de planifier délibérément, et de laisser les propres choix de Vanessa être la chose qui la rattraperait finalement, au lieu de ma réaction à ceci. Je pense que c'est la partie de cette histoire que j'aimerais vraiment que quelqu'un retienne. Plus que le moment dans l'embrasure de la porte. Plus que le poulet au romarin. Plus que tout. Quand quelqu'un vous montre, clairement et à plusieurs reprises, exactement qui il est, à travers les jeudis, à travers le box de stockage, à travers les 4 excuses différentes pour un rendez-vous, vous ne lui devez pas votre choc. Vous ne lui devez pas une scène. La chose la plus puissante que vous puissiez faire parfois est simplement de déjà savoir et d'être déjà en train de construire quelque chose de mieux, bien avant qu'il n'ait le courage de dire les mots à voix haute. Vanessa pensait qu'elle était celle qui mettait fin à notre mariage ce soir-là dans notre ancienne cuisine. Avec le recul, je pense que la vérité est plus simple que ça. Elle ne mettait fin à rien. Elle était juste la dernière personne dans la pièce à découvrir que tout était déjà terminé des mois auparavant, un mardi après-midi, sur un parking devant un Walgreens, quand un dossier manille m'a finalement dit tout ce que j'avais besoin de savoir.